Aston Martin, le gros coup. Aston Martin a fait quelque chose d'incroyable, on peut le dire, du côté de Bahreïn. Un podium pour la première course de Fernando Alonso avec Aston Martin, le début d'une aventure, ou du moins un projet qui prend tout son sens au sortir de ce premier Grand Prix de la saison. Comment et pourquoi? Comment Aston Martin a pu justement construire cette AMR23, mettre en avant son projet pour permettre factuellement parlant à Aston Martin d'être la deuxième force du plateau à l'heure actuelle, au sortir du Bahreïn Grand Prix, avec Fernando Alonso sur le podium de ce Grand Prix de Bahreïn. Il y a eu beaucoup de déclarations, il s'est passé beaucoup de choses en interne et en amont bien sûr du côté de Aston Martin, mais ce qui était sûr et certain, c'est qu'Aston Martin était extrêmement confiant, et le paddock d'ailleurs était au courant de Formule 1, que du côté de Aston Martin on allait fournir une monoplace performante en 2023. Est-ce que tu t'attendais à une monoplace aussi performante, Baby Show? Aussi performante que ça, au vu du premier Grand Prix, encore une fois, non. Qu'elle soit beaucoup mieux que l'année dernière, oui. Aussi performante, non. Je citerai un grand philosophe qui a dit la chatte qu'il a, la chatte. Tu vois, c'est quand t'es aigri, en gros, c'est ce que tu ressens quand tu vois la progression d'Aston Martin. Tu dis c'est pas possible, il y a un truc, tu vois, c'est pas normal qu'il progresse aussi vite. Non, ce qu'ils ont fait en vrai, c'est très fort. Ce qu'ils ont fait en vrai, c'est très très fort. De là où ils viennent, c'est très très fort parce que bon, forcément, il faut mettre aussi en parallèle ce qui se passait aussi avant. Notamment sur la saison 2022 pour comprendre vraiment la progression fulgurante qu'il y a eu sur ce début de saison, en tout cas sur cette préparation de nouvelle saison façon, qui on peut le dire, hein, est plus bonne. de 2021-2022, ce sont ces deux saisons-là qui montrent justement que le bond en avant est énorme. Je tiens à préciser que factuellement parlant, en termes de dates, l'an dernier, Grand Prix de Bahreïn, ça ne passe pas la Q1. Ça ne dépasse pas la Q1. 2 secondes 4 de mieux en qualif. C'est exceptionnel. C'est l'écurie vraiment qui a le plus progressé. En vrai, d'avoir en fait un step-up aussi violent d'une saison à l'autre, j'en ai pas non plus des masses qui me viennent en tête comme ça en fait. Parce que à la même période la saison dernière, ça se bat pour une P7 PU de constructeur quoi. Là, tu fais déjà podium dès ta première course, tu bats ton écurie qui te fournit des pièces, sans forcer en plus, donc non, ça montre que c'est dingue ce qu'ils ont fait, quoi, vraiment. Il y en a beaucoup qui comparaient justement, même dans le chat, qui comparaient ça à Brown GP. Sachez que je comprends, mais c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout, notamment quand ça compare effectivement à Brown GP à Aston Martin, parce que Aston Martin, Brown GP en fait c'était une totale nouvelle réglementation. Brown GP après une écurie avec une monoplace qui avait déjà été quasiment finalisée d'ailleurs, Baby Show, si je me trompe pas. La Honda, sachez que vraiment Honda ils ont fait tout le boulot, ils ont donné ça à quelqu'un pour $1. Ah bah c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils gagnent tout une demi-saison, qu'après il n'y a plus rien. Ouais. Mais évidemment, là, oui, comme tu le dis, en fait, la situation est différente parce qu'on n'est pas dans la première année de nouvelle réglementation, on est dans la deuxième année. Donc un step-up aussi violent comme ça, il y en a eu très très peu. Ça se comptait encore sur les doigts d'une main. Donc c'est incroyable. C'est incroyable de voir à quel point au final tout a été bien structuré jusque-là pour en arriver là. En fait, c'était un petit peu les attentes aussi de l'écurie et pour le moment, toutes les cases sont correctement cochées. Et... Non, ils doivent être bien contents chez Aston Martin. Ah, très content, très content. Salut Natik, j'espère que tu vas bien. Broad GP, il n'y avait pas de budget aussi comparé à Aston. Oui, clairement. Vraiment, je ne sais même pas à quelle hauteur était le budget de Brown GP d'ailleurs à l'époque, mais ça devait pas être excessivement haut. C'est juste qu'il faut rappeler quand même que Brown GP, ils ont démarré une saison 2020-2009 littéralement avec une voiture qui était collée au sol, avec un diffuseur. Regardez, après cela, vous regarderez le départ de Jenson Button au Grand Prix d'Australie. Les copains, vous allez voir, il a 1 seconde d'avance au premier virage, hein. Ou du moins... Ouais, mais vous regardez pas celui de Barrichello par contre. Hein. Ah, vous regardez pas le départ de Barrichello, non. Si c'est un départ... La définition, j'ai fait un départ loupé. Hein. Aston Martin a déjà 42% des points qu'ils avaient l'année dernière. Oui, c'est vrai, effectivement parlant aussi, c'est vrai. Oui. Ouais, Honda qui donne tout, ça me dit quelque chose aussi. Oui, Honda là, ils sont dépouillés aussi. Peut-être Lotus entre 2011 et 2012. Oui, après c'était Enstone et c'était pas la même chose. Là, encore une fois, il y a aussi une différence de projet. Le projet d'Aston Martin,
est unique en son genre. Il faut rappeler réellement ça, est unique en son genre. Déjà, pour comprendre justement pourquoi Aston Martin en est dans cette situation aujourd'hui, c'est le recrutement qui a pu être fait. Le recrutement qui a pu être fait, il y en a beaucoup, et je comprendrai jamais pourquoi, à l'époque, les gens ont critiqué Aston Martin avant même de comprendre réellement le projet. Ah oui, c'est un énième milliardaire qui arrive en Formule 1, un milliardaire qui arrive en Formule 1, qui veut créer une écurie, mais après on sait comment ça va se passer, ça va pas performer. Mais les gens ne comprennent pas qui était Lance Stroll quand même. Hein. Lawrence Stroll, pardon. Lance Stroll, c'est... Ouais. Lawrence Oui. Stroll. Lawrence Stroll, dans sa vie et dans sa carrière, tout ce qu'il a touché, ça a réussi. Tout ce qu'il a touché et ce qu'il a fait, ça a réussi. Il est impliqué d'ailleurs, Lawrence Stroll, dans le sport automobile depuis je ne sais combien d'années, depuis plus de 30 ans. Pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissaient le jeu F1 Manager de EA Sports à l'époque, donc je vous parle de ça qui fait il y a 20 ans, hein, vraiment. Hein, sachez que Lawrence Stroll est déjà dans le jeu. Chez Tommy Hilfiger. Juste pour vous donner une idée, hein, une idée à quel point Lawrence Stroll est impliqué en Formule 1 d'une certaine manière aujourd'hui, depuis très longtemps. Et en fait, c'est ça, c'est que Lawrence Stroll, c'est quand même quelqu'un qui a fait en sorte, justement, que Tommy Hilfiger soit ce qu'elle est aujourd'hui, la marque Tommy Hilfiger aujourd'hui. Michael Kors aussi également, c'est pareil. Tout ce qu'a touché Lawrence Stroll dans sa vie, ça a marché. Pourquoi en Formule 1, ça ne devrait pas marcher? Désolé, quand quelqu'un a un 100% de réussite dans sa vie, donc quand il fait des choses, vous comprenez bien que le mec ne vient pas en Formule 1 j'ai envie de dire, pour enfiler des perles. Parce que là, clairement, Lawrence Stroll, quand il s'implique dans un projet, c'est pour réussir. Littéralement réussir. Ne pas oublier, et c'est exactement ça aussi Lunatic, et ça Baby Shum c'est vrai, c'est quand même que Lawrence Stroll a réussi à engager, littéralement, successivement, de multiples champions du monde. Sébastien Vettel pour démarrer le projet, Fernando Alonso pour suivre. J'avoue que ça, quand même, ça apporte une énorme crédibilité à ton projet déjà de base, Baby Show. Bah, ça apporte une certaine crédibilité et puis une certaine image aussi à ce que tu Ouais. veux mettre en place, parce que c'est aussi d'un point de vue marketing, tout ça, beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui est déjà champion du monde, qui a énormément d'expérience dans la discipline, qui est un peu, bah ouais, une superstar un peu de la F1. C'est beaucoup plus simple parce que tu allies le marketing et le projet sportif. Mm. T'as les deux qui sont alliés ensemble, donc c'est tout bénef. C'est pas des recrutements non plus faits à la va-vite de la part de Lawrence Stroll. C'est il sait très très bien ce qu'il fait. Il sait que bah forcément son fils niveau marketing c'est pas ça. Clairement, c'est pas avec son fils qu'il va pouvoir rayonner à ce niveau-là. Donc il faut de la pointure, il faut une référence à côté de lui. Et bah oui, le fait de prendre Vettel et Alonso, bah tu les as tes références. Ouais. Clairement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parlerait autant, est-ce qu'on serait autant, on va dire, hypé par les performances d'Aston Martin s'il y avait Stroll et inséré pilote lambda? Je sais pas. Là, le fait qu'il y ait Alonso, en fait, ça t'ajoute encore plus de fame sur Aston Martin. Et donc, du coup, Aston Martin gagne en popularité. J'avais vu un truc passer d'ailleurs. C'était suite au déclat d'Alonso, à la course Alonso au podium, machin, tout ça. T'as les actions d'Aston Martin qui ont grimpé en flèche. Ah bah oui. Rien que ça, Mm. en fait. Donc ça montre aussi que bah oui, le fait d'avoir quelqu'un comme ça, bah, ça aide énormément au sein d'écurie et que bah, Lance Stroll sait pertinemment ce qu'il veut. Lawrence Stroll, pardon, sait pertinemment ce qu'il fait. Et c'est aussi un truc, c'est que Lawrence Stroll, par rapport à sa vie, par rapport à sa carrière, c'est quelqu'un qui est donc un excellent businessman. C'est l'un des meilleurs qu'on puisse avoir aujourd'hui au monde. Et il est reconnu comme étant ça. Et comme étant quelqu'un qui veut des résultats, qui investit pour avoir des résultats. Il n'investit pas pour rien au niveau de son argent. Ça me rappelle notamment qu'il ne laisserait pas son fils, encore une fois, dans une écurie si son fils ne performait pas, n'avait pas une plus-value. Si aujourd'hui, par exemple, Lance Stroll ne performe pas cette année en Formule 1, je reste intimement convaincu que Lance Stroll partira. Parce que Lawrence Stroll se dira, au bout d'un moment, là, on est dans un projet, là, notre voiture, elle est performante, il faut que j'ai de la performance dans mon écurie. Et que Lawrence Stroll, là, aujourd'hui, par rapport à tout ça, le but en fait d'Aston Martin, le but de Lawrence Stroll, c'est de faire en sorte que la marque Aston Martin puisse revivre. Je rappelle justement que Aston Martin a été racheté par Lawrence Stroll parce qu'Aston Martin était dans une galère financière comme pas possible. Et pas, je sais plus si ça a été au bord de la faillite ou quoi que ce soit, mais était mal en termes d'image. Aujourd'hui, on a cette même marque qui a été rachetée par Lawrence Stroll, par un consortium qui a été dirigé par Lawrence Stroll, pardon, pour justement être en Formule 1.
Aston Martin et la Formule 1, ça colle évidemment. Le luxe mélangé à la performance. Ce qu'est Aston Martin et ce qui fait aussi la Formule 1. Et, et que pour justement faire en sorte que cet ADN puisse revivre d'Aston Martin, il faut justement des champions du monde. D'où Sébastien Vettel et d'où Fernando Alonso. Donc c'est tout bénéf en termes de performance, mais surtout en termes d'image. Parce que là, aujourd'hui, Aston Martin va beaucoup mieux. Beaucoup mieux grâce à Lawrence Stroll. Ce qui est déjà une grande victoire pour Lawrence Stroll, Baby Show. Ah bah c'est totalement ça. Mm. Ça part de tellement loin, mais c'est aussi en fait tellement calculé en fait de la part de Lawrence. Dans le sens où je pense que ça a été calculé dès l'arrivée de Lance Stroll chez Williams. Oui. Il voulait racheter Williams d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça justement, c'est que j'allais venir, c'est qu'il a tenté de racheter Williams, évidemment on lui a dit non. Ensuite, bah oui, Lance Stroll a fait son temps chez Williams, il a fallu aller quelque part. Force India, il s'est trouvé que bizarrement que cette écurie avait des difficultés. Ouais. Donc il s'est dit, bah tiens, on va la racheter. On va se poser, on va voir comment que ça se passe, tout ça vraiment pour gérer une écurie entière. Si ça marche bien, j'ai une idée en tête, on va racheter Aston Martin, je vais faire venir Aston Martin en F1 et je vais les faire devenir champion du monde. C'est ça l'objectif clair et net de Lawrence Stroll. Mais ça s'est pas fait genre il est arrivé en ramenant Aston Martin en F1 et tac, en 2 ans c'est champion du monde. Ouais. C'est aussi un long processus en amont. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement dur en 2021-2022 quand ça sortait des... Mais ça va terminer P17, il n'y a pas de projet réellement. Je trouvais ça extrêmement dur en fait. Extrêmement dur parce que les gens ne veulent pas regarder l'avenir. Ils sont juste court-termistes. Après, pas de projet sur le coup, on peut dire, quand tu regardais sur le moment, oui, parce que tu te dis qu'au final tu rachètes une vieille Mercedes que tu n'es pas capable de développer. Donc tu te dis, bon, bah sur le coup, qu'est-ce qu'ils font en fait Qu'est-ce qu'ils font? Puis bah oui, évidemment, plus tard, t'apprends que bah y a Aston Martin qui va revenir, qu'ils vont faire une nouvelle usine, que machin, tout ça. Donc au final, tu te dis que ce qui s'était fait avant, le fait de prendre son temps et de racheter une Mercedes, quitte à ne pas savoir la développer correctement, mais d'avoir un minimum de performance, bah ça tombe qu'en fait, aujourd'hui, en 2023, cette voiture, avec, encore une fois, un porte-étendard comme Alonso, des gens recrutés dans des écuries multiples champions du monde, voilà, et bah ça fait qu'au final, ce que tu as fait avant, ça a énormément servi. T'es passé pour des mecs qui limite ne savaient pas quoi faire parce qu'ils rachetaient juste une voiture et c'était juste pour être en F1, à un projet en fait ultra solide, qui a des bonnes bases et qui est à la même table en gros que des grosses écuries qui sont capables de jouer le titre chaque année. Ouais. Qui ont en tout cas les armes, ils sont à armes égales en gros. Il y a Minus 5 qui est dans le chat, surtout grâce aux gens qui ont été formés ailleurs, c'est Aston Martin. J'ai toujours aimé les voitures Aston Martin au-delà de la référence de 007. Le prochain sur le papier à la base était impensable, même les médias rigolaient aujourd'hui. Après le premier Grand Prix en 2023, ça sait plus quoi dire. Sachez, il y a un truc intéressant, c'est que sachez que c'est toujours les médias, ou plutôt les gens qui sont autour de la Formule 1, qui critiquaient Aston Martin. Sachez que dans le paddock, les gens critiquaient pas Aston Martin. Les gens avaient conscience de ce qui se passait. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Pourquoi ces trois écuries avaient conscience? Surtout Red Bull et Mercedes. Parce qu'ils se faisaient piquer leur petit... ils étaient en train de se faire piquer leur tête pensante par Aston Martin. Ah bah oui, il risquait pas d'aller piquer chez Ferrari. Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé Ferrari de la liste, ça je le Mais j'ai enlevé Ferrari de la liste, je fais... Non, pas Ferrari. Mais un truc tout bête par rapport à ça. Le nombre, déjà, parce que ça évoque surtout déjà les noms qui sont arrivés du côté de Aston Martin. Parce que ça, c'est intéressant de les noter. Déjà, un homme, Baby Show. Dan Fallows. Toto Wolff a rendu hommage à cet homme en disant c'est lui qui a fait cet Aston Martin qui a gagné, je rappelle, par rapport à il y a un an tout pile, 2 secondes 5 au tour. C'est colossal. Ah Toto Wolff a même dit qu'il n'avait jamais vu ça dans sa vie en Formule 1. Un bond en performance de 2 secondes 5. Dan Fallows qui est aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qu'il est directeur technique, c'est ça? Non, Dan Fallows il est quoi déjà? C'est quoi le titre le titre poste de Dan Fallows? Bref, c'est lui qui conçoit effectivement, c'est lui qui a fait cette AMR23. Il travaillait avec Adrian Newey, le disciple d'Adrian Newey comme beaucoup aiment bien l'appeler, du côté de chez Red Bull pendant de longues années. Il est aujourd'hui du côté de Aston Martin et il a fait cette AMR 23. Et avec lui, Dan Fallows,
Dan Fallows, il a ramené plusieurs ingénieurs de Mercedes, de Red Bull. Mais il a ramené toute une Il a armada. ramené une armée, il a il a raison. ramené une armée du côté de chez Aston Martin. Et c'est énorme. Et en plus de ça, dans ceux qui sont arrivés, il y a aussi Eric Blandin. Eric Blandin, il vient d'où? Bah de chez Mercedes. Donc vous avez des gens de chez Red Bull et des gens de chez Mercedes qui sont arrivés du côté de chez Aston Martin. En fait, pour vous dire, et en plus, qui plus est, c'est pas les seuls. Attendez, encore plus, hein. Eric Blandin, très important, parce qu'Eric Blandin, lui, il est aérodynamicien. Martin Whitmarsh, qui est une ancienne grande figure de McLaren, qui lui est arrivé l'année dernière du côté, il y a 2 ans du côté de Aston Martin pour diriger les opérations Formule 1. Mike Crack, on rappelle, ancien de chez BMW, qui était déjà impliqué en Formule 1 à l'époque de Sébastien Vettel. Eh bien, il est aujourd'hui team principal de l'écurie, directeur de l'écurie. Andy Stevenson, qui est directeur sportif. Andrew Green, qui est directeur technique. Tom McAuliffe, qui est directeur de la performance, directeur de l'ingénierie, un certain Luca Farbato, quand même, qui était du côté de chez Alfa Romeo. Donc, lui, il est là pour développer l'équipe, réellement, Luca Farbato. Non mais, c'est que, je sais pas si on se rend compte qu'en fait, chez Aston Martin, j'ai l'impression c'est la réunion des Avengers. Vraiment, c'est la réunion des Avengers. C'est vraiment les Avengers qui sont venus chez Aston Martin. Il y a une réunion. C'est-à-dire que, on a, en termes de pilotes, déjà d'une, Sébastien Vettel l'an dernier. Là, cette année, Fernando Alonso, qui est affamé comme jamais, à plus de 41 ans. Mais en plus de ça, dans le staff, ça va chercher des Dan Fallows. Donc, Dan Fallows, qui concevait les Red Bull avec Adrian Newey pendant de longues années par le passé, il a emmené avec lui une armada d'ingénieurs de Red Bull pour venir chez Aston Martin. Plus de ça, Aston Martin est allé recruter Eric Blandin. Il venait d'où? Il venait de chez Mercedes. De l'écurie qui a eu l'une des hégémonies les plus historiques dans l'histoire de la Formule 1. Et en plus de ça, Aston Martin est allé recruter Mike Crack, est donc un ancien de chez BMW avec de l'époque de Sébastien Vettel. Donc un mec qui a une énorme expérience dans le monde de la Formule 1 qui est donc directeur de l'équipe. Et en plus de ça, ça allait chercher des mecs chez Alfa Romeo notamment, chez AlphaTauri mais surtout chez Alfa Romeo, Luca Farbato qui est donc qui gère les qui gère le développement de l'écurie pour l'avenir, et surtout encore un autre, Martin Whitmarsh. Martin Whitmarsh qui est quand même une personnalité forte du monde de la Formule 1 et qui est une ancienne figure de McLaren, qui gère donc maintenant aujourd'hui les opérations F1 d'Aston Martin. Mais vous vous rendez compte en fait de la dinguerie qu'est en train de faire Aston Martin sur plusieurs années? Petit à petit, ça allait recruter les meilleures têtes pensantes du paddock pour aujourd'hui devenir des futurs champions du monde. C'est énorme ce qu'est en train de faire Aston Martin, mais ça prouve surtout qu'ils sont en train de faire une réunion des Avengers incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ah bah, le projet est très gros, très alléchant. Ça là-dessus, je pense qu'on peut clairement pas dire le contraire. Il est très intelligent aussi. Ça part bien. Maintenant, il y a toujours aussi cette voie qui peut être prise tu prends les Avengers, mais les Avengers ne sont peut-être pas faits non plus pour s'entendre correctement. Ça, c'est vrai. Ce Tu qui peux fait que ça avoir peut le être meilleur aussi un frein au projet. dans n'importe quel sport, le football principalement, le Paris Saint-Germain, sans les citer. Pardon. Bah, tu peux. oui. Hein. Tu prends Neymar, Messi, Mbappé, ça se fait claquer en 8ème de Ligue des Champions tous les ans. Donc il y a un moment, Oui. t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, c'est pas ça qui va te faire gagner des titres, tu vois. Mm. Il faut aussi qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une alchimie aussi dans cette écurie. Il faut qu'elle prenne. Évidemment, c'est tout neuf, c'est tout récent. Donc va falloir qu'ils prennent le temps aussi, voilà, de se connaître, de s'acclimater, de travailler ensemble. Et il faut espérer pour Aston Martin que tout s'embrique bien, que tout s'emboîte bien, que tout le monde s'entende très bien. Et à partir de là, tu peux être redoutable. Ouais. Et en plus, Forza UV qui disent qu'il manque plus qu'à Toto Wolff et un Newey. Sachez que Toto Wolff, il y en a qui le savent peut-être pas, hein. Mais il est toujours, je crois, non? Je sais pas du tout. Je crois qu'il est toujours dans l'actionnariat d'Aston Martin, pour vous dire, Toto Wolff. Mais faut dire, mais c'est assez fou en fait l'histoire. L'histoire de Aston Martin, c'est quand même fantastique. C'est que, oui, ils piochent de partout, chaud. Je te rejoins, Baby Chum, c'est que les Avengers, faut bien qu'ils fonctionnent. S'il y a eu autant d'Avengers, c'est parce qu'au bout d'un moment, en termes de film, parce qu'à un moment, ça s'est fighté, hein, bien sûr. C'était le soldat de l'hiver, je crois? Oui, soldat de l'hiver. C'est vrai, mais pour moi, le monde de l'automobile est différent du monde de foot. Oui, bien sûr, mais après. Oui, mais après là, c'est l'esprit sportif. Hein. Évidemment, évidemment que c'est des mondes totalement opposés. Mais en fait, c'est l'image en gros. C'est que c'est pas parce que t'as l'argent, c'est pas parce que tu as des hommes que ça va être forcément gage de réussite. Évidemment que les deux sont bénéfiques, mais si tu utilises ça à mauvais escient, si tu places les personnes
au mauvais poste, ça ne marchera pas. Si tu claques ton pognon de la mauvaise manière, ça marchera pas. Il suffit de voir Toyota, hein, qui a claqué des milliards et des Toyota, milliards et qui a Jaguar. jamais rien fait, tu Toyota, vois. Jaguar. Pour moi, c'est les Mais deux voilà, exemples derniers. tu vois, Ouais. c'est ce genre de truc-là. Et pourtant, il y avait des bonnes personnes à l'époque dans cette écurie-là. Donc, Surtout chez justement, Toyota. Mm. il faut créer justement cette alchimie. Il faut que tout soit correct, tout soit carré, tout soit structuré. Et à partir de là, tu pourras commencer déjà à voir si tu peux viser le titre ou pas. C'est bien parti, mais il faut que ça reste bien parti. Ça Faut jouera pas pas le non titre cette plus que année, ce hein. soit. Oui, bien sûr. Et non, évidemment, Ouais. évidemment que ça jouera pas le titre cette année, c'est beaucoup trop tôt. C'est comme je te disais, voilà, sur la preview qu'on avait fait avec Aston, c'est que justement, moi, la priorité que je vais voir via Aston, c'est de savoir s'ils sont capables de gérer le développement toute l'année. Ouais. Vu que maintenant les hommes sont en place, ce n'est pas n'importe qui, qu'ils ont une excellente voiture, que maintenant en plus, voilà, ils sont capables de battre Mercedes, de savoir du coup s'ils sont capables de maintenir de se maintenir à un niveau équivalent toute l'année. Ouais. Et qu'il n'y ait pas une sorte de régression et de trou en fin de saison. Tu faisais le parallèle justement par rapport aux écuries du passé qui avaient des gros projets que finalement ils sont tombés à l'eau, mais des écuries quand même qui sont considérées comme constructeurs. Alors réellement en tant que dernier constructeur qui voulait s'impliquer en Formule 1, ils voulaient réussir. Toyota, l'idée est là. Jaguar c'était un peu spécial. C'était un petit peu spécial, c'est pas un peu comme Aston Martin. Même si beaucoup évoquent l'idée de Jaguar en liant notamment Aston Martin. Toyota c'était l'exemple intéressant. Toyota était arrivé, mais ils ont investi un argent énorme, énorme dans l'écurie, un argent monstre pour finalement trop peu de résultats. Et il y a eu la crise financière. La crise financière de 2008 a fait en sorte que Toyota se barre de la Formule 1 pour 2010. Alors qu'en 2010, ils avaient créé une monoplace qui était, semblerait-il, bonne pour aller jouer des gros coups. Bon, alors, en termes putain, les constructeurs japonais, putain, à l'époque, c'est... Putain, entre Honda qui se barre de la Formule 1 au pire moment parce qu'ils avaient une voiture pour jouer le titre, plus Toyota qui se barre au moment où ils allaient avoir une bonne voiture pour la réglementation 2010, et quand même, on est sur un enchaînement de situations fantastique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à la différence de Toyota principalement, c'était que là, Aston Martin s'implique, mais de manière méthodique. Méthodique. Toyota, il faisait un nombre d'essais incalculable, mais il le faisait mal. C'était un gros fait d'armes, c'était une grosse problématique d'ailleurs de l'époque, et c'est ce qu'avait révélé justement Alan McNish, qui était, et notamment Mika Salo aussi à l'époque. Moi, il y en a beaucoup qui comparent ces projets-là à Jaguar, et ces projets-là avec Toyota. Moi, si je devais réellement, j'ai envie de dire, comparer ces deux projets-là, je comparerais Aston Martin à Red Bull. Qui aurait pu penser que Dietrich Mateschitz, j'espère que je le prononce bien. Mateschitz, pardon. Ouais, Mateschitz. Dietrich Mateschitz, c'est pas compliqué. Mateschitz. Ok, laisse tomber. T'as dit quoi? Attends, répète. Dietrich Mateschitz. Mateschitz, pardon. Voilà. Mateschitz, pardon. Qui aurait pu penser que Mateschitz puisse effectivement aller poutrer, je dis bien poutrer, des grands constructeurs automobiles avec Red Bull? Qui aurait pu penser ça un instant à l'époque? Le mec est arrivé avec Red Bull en 2005, en 2009 ça joue le titre. En 2010 ça gagne le titre, jusqu'en 2013. Qui aurait pu penser que le projet d'une boisson énergisante, que le projet d'une marque de canettes puisse aller performer et gagner des titres? Qui aurait pu penser, parmi ceux qui, les mêmes à l'époque, qui se disaient bon, Red Bull ça marchera pas, Aston Martin ça marchera pas finalement. Regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Red Bull est quasiment un constructeur automobile en Formule 1. Bah alors. On a pris en crédibilité. Ah oui. Et Ferrari où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui par rapport à Red Bull? Aujourd'hui. Non, non, c'est pas pour tacler Ferrari. Mais en vrai, tu vois que. Mais t'imagines quand même qu'aujourd'hui, il y a une marque qui n'est absolument pas un constructeur automobile aujourd'hui, qui n'est, factuellement parlant, pas. Ça ne vend pas de voiture. Aujourd'hui, ça fait ce même constructeur, fait des moteurs, et fait une voiture qui est championne du monde et qui poutre tout le monde, là, qui met tout le monde à l'amende. Parce que l'argent était bien investi. Eh oui. Ils ont su prendre les bonnes personnes dès le début et surtout les garder. Et surtout les garder. Quand tu gardes un Christian Horner,
c'est tout de suite plus facile. Mm. Quand t'as New Way, c'est beaucoup plus facile. Mm. Quand t'as des mecs comme ça que t'arrives à garder depuis plus de 15 ans, Oh oui, déjà oui. c'est Horner, c'est génial, tu vois. C'est une longévité folle aussi qu'il y a chez Red Bull. Donc, clairement, si ça marche, ça continuera de marcher à l'avenir. Il y a eu cette période de creux et là, on regarde aujourd'hui. C'est les mêmes mecs qui sont à la tête et ça regagne encore comme avant, quoi. Donc, non, c'est fort, mais c'est une question de stabilité. Et puis surtout, bah, l'argent fait pas tout, encore une fois. C'est Ouais. qu'il y a eu de l'argent misé et investi pour Red Bull en F1, mais intelligemment, sur les bonnes têtes, sur les bonnes personnes. Mm. Et au final, ça fait que même Red Bull qui ne gagnait pas après 2013 restait quand même par moments aussi compétitive, n'était pas non plus retombé en fond de grille. Mm. Donc, À l'image d'autres écuries, et contrario à d'autres écuries plutôt, l'image de voilà. McLaren notamment. McLaren, ça a été un Williams, désastre. tu vois, c'est triste, mais Oui, Williams aussi, c'est très triste. Et justement, d'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, le parallèle par rapport à Aston Martin. Aston Martin, ça arrive en Formule 1, ça va chercher du Sebastian Vettel. Ça va chercher peut-être toutes ces fameuses têtes pensantes. Red Bull à l'époque, avec Matesic, c'est ça. Matesic, avec justement... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté? non, on Non, dirait que c'était- on dirait que tu parles d'un joueur serbe là. Ouais, ouais. Matesic. La frappe de Matesic, pardon. Oh, le tac de Matesic. C'est vrai. On dirait un arrière droit de Strasbourg. Matesic qui signe à Strasbourg. Non. Matesic qui arrive et qui, avec Helmut Marko, conseiller sportif, pardon. Ah, j'arrive pas. Décide d'aller chercher Chris Horner, de créer un projet autour d'un certain David Coulthard. Parce que David Coulthard, à l'époque, il avait tout fondé. Et alors la comparaison, attends, je suis désolé pour tous ceux que je vais peut-être choquer, mais est-ce que Sébastien Vettel ne serait-il pas finalement le David Coulthard de Red Bull? D'une certaine... tu vois ce que je veux dire, attention, hein. Tu veux dire que c'était un faire-valoir en attendant que la voiture Non, soit compétitive un et de récupérer concepteur. un autre Ouais. Un concepteur, vraiment celui qui bâtit un projet. Ouais, enfin bon, tu veux concevoir quoi à partir du moment où on te met une Mercedes dans les mains que tu te développeras pas? Oui, mais il y a plein de choses autour. Tu vois ce que je veux dire? Bah Ouais. bien sûr, il y a plein de choses autour, mais bon. La comparaison est un petit peu rude, c'est des cas différents. Sachez Juste à ce que moment-là. je fais ce tweet sur Twitter, je me fais dézinguer. Mais alors là, je me prends des insultes. Mais alors que finalement, j'ai raison. Tu vois. Ok, d'accord, bon, bah voilà, tu as Je raison. rigole. Fin du débat. Ok. Je n'insiste pas. Non, mais c'est un peu, vous voyez un peu l'esprit là où je veux en venir par rapport à ça. C'est vrai que Red Bull, ils ont commencé avec David Coulthard. Est-ce que Fernando Alonso ne serait pas le destructeur de projet? Ça, on verra à l'avenir. À l'heure actuelle, ça a l'air de plutôt bien partir pour... Oui, mais ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est même pas une question Mais qui oui. se pose. La réponse est toute trouvée, en fait. Ouais. Évidemment. Sachez d'ailleurs que par rapport à tout ça, par rapport au projet, Lawrence Stroll, il a été... Alors, il y a un terme qui se dit gazé, mais en plus, c'est plus ébloui sur un peu... Alors, comment... En fait, en anglais, il y a un terme qui dit, c'est littéralement traduit, c'est gazé. Mais en fait, c'est plus en mode, il a été un peu ébloui, il a été un peu sous le choc, pas sous le choc, mais en mode, waouh, il s'est passé quand même quelque chose. Et au point, en fait, au Grand Prix de Bahreïn, que c'est ses proches qui ont révélé ça, au point, en fait, où il s'est dit, je vais encore plus investir dans l'écurie. Vous vous rendez compte qu'un mec déjà qui a réussi à faire gagner 2 secondes 5, son écurie a gagné 2 secondes 5, il va encore plus investir dans l'écurie. Mais attendez, mais... Franchement, c'est ça en fait Lawrence Stroll, c'est que aussi Lawrence Stroll, il est passionné par ce projet. C'est une différence ça, Baby Shoom, par rapport à d'autres investisseurs du passé. Lui, il aime ce projet. Et surtout, il est passionné. Et ça change beaucoup de choses. Je pense notamment à l'époque de Renault. Renault, quand ça revient en Formule 1, ça voulait juste rendre des comptes au vert à la fin de l'année. Ça voulait pas réellement aller plus, tu vois. Ils étaient passionnés par autre chose. Ils étaient mais passionnés ils par étaient garder passionnés aussi à leur par le manière. portefeuille qui devait rester au positif. C'est tout ce qu'ils cherchaient Renault à l'époque. Hein. Là maintenant avec Oui, Alpine, c'est ça. différent. Mais je pense notamment à Jaguar. Mais sachez que l'histoire de Jaguar, elle est fantastique. Hein. Jaguar, ça vient par Ford en Formule 1 en reprenant l'écurie Stewart, qui était déjà badgé Ford. Et derrière, Ford, avec Jaguar, ça commence à mettre certaines personnes, mais ça les place mal. Et au moment où le patron de l'écurie Jaguar arrive dans le bureau de Ford, des dirigeants de Ford, et le patron de Ford dit qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner. Et le mec de chez Jaguar, il commence à dire bah alors il faut ça.
Et le mec de Ford a fait ouais, bon, on va se casser, hein, finalement, on va se barrer, hein, c'est bon, allez, on peut pas, nous. Bravo, t'as l'air d'être vachement passionné quand même pour être en Formule 1. C'est pour ça que derrière, ils ont vendu du coup à Red Bull. Là, c'est différent. On a quand même un homme, un patron là aujourd'hui du côté de Aston Martin qui est motivé, qui est passionné et qui est prêt à tout investir pour gagner. Ce qui fait Bah, beaucoup de différence, Baby Chum. Ça fait énormément de différence. Et c'est pour ça en fait j'ai toujours cru en ce projet, Baby Chum. C'est pour ça que j'ai toujours cru au projet Aston Martin depuis 2021. Toujours. Toujours. J'ai jamais eu un moment de doute. Et On aurait tu te... tous réagi pareil. De quoi? On aurait tous réagi pareil, je pense, que Lawrence Stroll. Je veux dire, t'as ramené Aston Martin. Hmm. T'arrives à la faire performer. Tu sens que voilà, t'es pas loin d'être là à jouer le titre. Hmm. Évidemment que tu te dis que tu vas te donner encore 4 fois plus et que tu vas investir encore je sais pas combien. Tu le fais déjà d'une façon très intelligente, très réfléchie, dans une sorte d'optimisme qui doit se ressentir, je pense aussi en interne, parce que tu te dis que les mecs ont bossé là-dessus. Ouais. Tu vois le résultat final en piste, mais enfin, certes c'est qu'une course encore, mais c'est incroyable. Je sais, oui, tout à l'heure c'était sorti, je crois que c'était 42%, je crois déjà des points, tu vois, de la saison dernière marqués en une course. Donc tu te dis déjà que les mecs se sont démenés pendant un an. Là, tu te dis qu'en 2 courses, limite, tu peux déjà avoir autant de points que l'année passée. T'as un boost d'optimisme absolument fou. Donc, je comprends Lawrence Stroll de se dire, bah ouais, je vais encore investir encore plus dans le projet, je vais encore le rendre encore plus béton, et pour arriver le plus préparé possible à l'éventualité de jouer le titre, évidemment. Il y a notamment ça dit dans le chat, t'imagines, t'es un espèce de dingo t'as un espèce de dingo contre Alonso qui te dépasse les top teams easy, tu dois péter un plomb dans ta tête. Mais t'imagines, t'as un pilote comme ça qui va dépasser Hamilton, Sainz, non mais surtout Alonso qui dépasse easy Sainz. Je sais pas si on se rend compte de ça. Mercedes, encore une fois, on sait que la situation est compliquée. Ok. Mais Fernando Alonso qui va dépasser une Ferrari avec une Aston Martin. Tu te rends compte? Alors... Mais tu te rends compte de l'image que ça envoie quand tu vas aller dépasser une Ferrari? Ferrari. Oui. Tu vois. On peut la refaire. Ah non, vas-y, allez, vas-y. Ah, cette image de dingue quand Fernando Alonso dépasse Carlos Sainz. Voilà, c'est tout. Je voulais juste rectifier ça. Est-ce qu'il sera allé chercher Leclerc? Non. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, dans la finalité. Après, chez Leclerc, je sais pas parce que, enfin, je pense que si, parce que la dégradation des pneumatiques est quand même très très dure. Hein. Oui, mais non. Oui, enfin là, il revenait dessus, mais il l'aurait pas doublé. Ah waouh. Ah waouh. Peut-être. Ah, mais bon. Mais ça, là où je voulais en venir aussi par rapport au projet Aston Martin, parce qu'on va parler aussi de la voiture, parce que la voiture c'est assez spécial aussi. Parce que il y a un truc qui est assez intéressant par rapport au projet Aston Martin, c'est surtout que aujourd'hui, il y a un investissement qui est fait. Un investissement qui va être amplifié encore une fois par Lawrence Stroll, comme ça a été révélé notamment il y a quelques instants. Mais des choses qui montrent en fait que c'est qu'une question de temps. C'est réellement une question de temps avant que cela aille plus haut. Dans le sens où c'est Alonso qui disait ça. Vous avez besoin de l'investissement, vous avez besoin du talent en Formule 1, nous avons l'investissement, nous avons les installations, et nous avons donc le talent. Et c'était donc une question de temps avant que ça réussisse. Et surtout que 2023, à mon sens, c'est la base du projet tout entier, puisque d'ailleurs, nous sommes en 2023, dans la 3e année du projet de se battre pour le titre dans les 5 ans. Donc là, aujourd'hui, il reste 2 ans. Quand tu gagnes 2 secondes 5 de cette manière-là, quand tu construis un projet, quand tu sais que la nouvelle usine va être opérationnelle dans quelques dans de courts mois pour concevoir la voiture de 2024, tout en sachant que tu crées cette AMR 23 là qui est performante, et on va le voir dans peu de temps pourquoi elle est performante, mais que tu l'as faite dans ton ancienne usine, est-ce que tu as ce sentiment aussi que c'est qu'une question de temps avant de voir Aston Martin devant et se battre avec Red Bull par exemple? Ça, une question de temps, encore une fois, seule leur logique de développement, leur axe de progression donnera raison ou tort à ce projet-là sur les 5 ans qui se sont donnés. En fait, sur le projet Aston, le truc c'est que j'ai pas envie de trop en faire non plus. Oui, peut-être. J'ai pas envie de trop me projeter, de me dire voilà, à coup sûr, dans 2 ans, ça y est, il bat Red Bull, tu vois, par exemple. Non, parce que en fait, le truc c'est que si on commence à tous penser comme ça, bah au premier échec, en fait, tout le monde va leur tomber dessus.
Et tout le monde va leur dire mais regardez ils ont investi tant, au final ça marche pas, ils sont nuls, tout ça, enfin ils ont fait de la merde et tout. Et au final c'est pas l'objectif, c'est vaut mieux être progressif dans les attentes. Là ça a très bien marché par exemple tu vois ça a très bien marché à Bahreïn, mais parce que toutes les conditions étaient réunies justement pour que cet Aston marche hyper bien. Mm. Par contre ce que ça nous a révélé aussi sur cette course là, c'est qu'ils ont un déficit en ligne droite. Oui, c'est ce qu'avait La seule... notamment déploré entre guillemets Fernando Alonso, mais Fernando Alonso il fait un podium à la fin, il était pas trop non plus défaitiste par rapport à ça. Non, mais c'est ça, bien sûr. Tu vois, la semaine prochaine, c'est l'Arabie Saoudite. Mm. Je veux dire, niveau vitesse de pointe, il en faut quand même un minimum. C'est quand même un circuit pour. Donc, ce qui fait que du coup, là, on dit que bah oui, forcément, tout est beau, tout est génial. On les voit déjà limite, tu vois, champion du monde l'année prochaine ou dans 2 ans. Et si par exemple dans 2 semaines ça fait par exemple je sais pas une course à la Mercedes ou peut-être un peu plus en retrait, je sais pas, je te dis une P6 P8, bah on va dire oh bah en fait ce projet là il tient pas la route. Mm. Tu vois, pour moi il faut doser un petit peu cette attente sur Aston Martin. On est globalement tous là pour dire que ça sent bon. Ouais. Ça sent bon, mais faut pas non plus trop le surhyper. Mm. Vraiment. Tout le monde est là, la voiture est là, les pilotes sont motivés, c'est sûr que ça se passera bien. Mais il y aura des erreurs. Il y aura Ah des oui, erreurs. mais ne Et serait-ce ça, elles ont été annoncées, ces erreurs. ouais, Enfin, elles ont été annoncées. On va dire qu'elles ont été sur Alonso, anticipées par oui, non, rapport à mais Alonso. Mais il a raison. ouais, c'est que quand tu parles d'erreur, faut rappeler qu'Aston Martin est une équipe jeune. Jeune. Bien sûr. C'est une équipe jeune et quand le gros défi d'Aston Martin, ça va être le développement de cette AMR23 parce qu'il y a une bonne base qui est là, bien sûr, il y a une très bonne base qui est là pour cette AMR23, mais il faut rappeler surtout que Aston Martin est une équipe qui est jeune et qui dit équipe jeune quand t'es jeune, t'as besoin d'apprendre et t'as besoin d'apprendre au niveau du développement et qu'aujourd'hui Aston Martin est en phase de travail pour, encore une fois je le rappelle, se battre pour le titre d'ici maintenant 2 ans vu qu'on est dans la 3e année du projet des 5 ans et que il faut apprendre à développer une monoplace, apprendre à suivre un rythme infernal, j'ai presque envie de dire, pour aller se battre, faire une course de développement pour aller se battre pour le titre. Et ça, tu peux pas, j'ai envie de dire, être le meilleur tout de suite. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'Aston Martin, ça va être l'exercice de l'année de pouvoir faire un développement agressif. Ça a été annoncé par Alonso qu'ils allaient faire un développement agressif. Mais est-ce que ça va réussir maintenant? Ça, c'est une toute autre histoire. Si par exemple Mercedes n'arrive pas à faire son développement, Ferrari n'arrive pas à faire son développement, Aston Martin, alors qu'ils ont beaucoup d'expérience, encore une fois, là, Aston Martin, c'est mon gros point d'interrogation. Et si je devais donner mon avis par rapport à ça, je ne pense pas qu'ils réussiront tout cette année. Et tout le monde est conscient d'ailleurs qu'il faut tempérer cette histoire-là du côté Mais de il Aston faut Martin. l'être. Mais il faut, du côté chez Aston, en tout cas, oui, on est clair, on est lucide sur ce qui va se passer cette saison, ça c'est clair et net. C'est plus justement, bah oui, le côté article, le côté réseau, le côté sensation que ça fait aussi à côté. Parce que certaines personnes, ou certains fans d'Aston, ou certains observateurs qui croient dur comme fer à ce projet, et c'est pour ça, je te dis qu'ils peuvent être vite déçus de certaines courses ou de certaines prises de décision, parce que pour eux, ils comprendront pas pourquoi Aston fait ça, alors que tout marche très bien jusque-là, quoi. Ouais. C'est pour ça il faut faire comprendre à ces gens-là que Rome ne s'est pas fait en un jour, quoi. Donc là, mais c'était pareil. C'était pareil quand c'était Martin en 2021 et 2022. Les gens, oui, c'est ce qu'on disait aussi, évidemment. Ouais. C'est ce qu'on disait aussi, évidemment. Là, tu vois, le fait d'avoir gagné 2 secondes 4, bon, bah, c'est énorme. Le plus gros effet, entre guillemets, dans le sens où, bah, maintenant, tu vas plus gagner 2 secondes 4 encore, tu vois. Là, le plus important pour eux, ça va être justement de travailler comme des acharnés pour, comme c'est annoncé, comme tu viens de le dire, justement, un développement agressif. Mais ce développement agressif-là, il va pas non plus te faire passer un cap pour limite que dans 3 courses, tu sois devant Red Bull à 15 secondes. Ça, c'est jamais de la vie, ça n'arrivera. Là, c'est la construction de construire une saison de la meilleure manière possible. Ouais. Parce que là, au moins, cette voiture, elle a été développée par les personnes qui sont censées être ici pour aller chercher un titre mondial à l'avenir. Donc, du coup, elle est comprise par tout le monde. Donc, normalement, elle est quand même plus facilement développable, plus facilement compréhensible. Parce que si les pilotes se sentent bien dedans, si Alonso se sent très bien dedans, elle sera beaucoup plus simple à améliorer et à développer derrière. Ouais, c'est ce qu'il semble d'ailleurs dire à Fernando Alonso en disant que cette voiture, elle est
exploitable au mieux. Et c'est ce qui est le plus important d'ailleurs pour une saison tout entière, faire une monoplace qui est capable d'être exploitée. À la différence par exemple de, j'ai envie de reparler d'eux, hein, mais de Ferrari. Ferrari, ça a été très compliqué par le passé, notamment l'année dernière, parce que Ferrari n'arrivait pas à développer sa monoplace, elle a l'exploité notamment au niveau de la course. Elle a développé, c'était une voiture qui était trop pointue. À la différence de Red Bull, où Red Bull avait une monoplace qui était beaucoup plus exploitable, que ce soit en course, mais également dans le développement. C'est pour ça que Red Bull avait une plus grande marge de manœuvre justement à exploiter par rapport à Ferrari qui devait faire fonctionner sa monoplace dans une certaine fenêtre et c'était trop compliqué. Là en fait, Aston Martin, ils ont réussi à faire une monoplace qui est extrêmement intéressante sur plusieurs points. Déjà, d'une, la base de la monoplace est nouvelle à entre 90 et 95% par rapport à l'année dernière. C'est une monoplace qui a donc été faite par Dan Fallows, qui était donc un ancien disciple, bien sûr, d'un certain Adrian Newey du côté de chez Red Bull. C'est pour ça, justement, qu'il y avait beaucoup de déclarations disant « Ah, il a une bonne mémoire, hein, Dan Fallows, avec les ingénieurs qu'il a pu prendre de chez Red Bull. Sergio Perez avait dit derrière « Bon, bah, ça fait plaisir de voir 3 Red Bull sur le podium. » En culotté pour quelqu'un, quand même, qui avait une Mercedes Rose à l'époque. Plus, c'est une monoplace qui a des composants Mercedes. Notamment au niveau du train arrière et du moteur. Train arrière moteur, tout à fait. Mais qui se comporte comme une Ferrari. La dégradation en moins quand même. Oui, la dégradation en moins, mais qui se comporte comme une Ferrari. C'est l'analyse qui a pu ressortir effectivement du côté de certains médias italiens. C'est-à-dire qu'il y a de l'aspiration Ferrari, il y a de du Red Bull et il y a en même temps du Mercedes. Et pourtant, c'est une invention Aston Martin. C'est fou en fait ce qu'ils ont réussi à faire là. Bah, quand t'arrives à t'inspirer, voire même copier maintenant sur certains aspects les meilleurs, bah forcément tu gagnes en performance. Mais quand tu copies sur les meilleurs en ayant fait toi-même de la monoplace, bah tu sais les aspects qui a amélioré, donc du coup t'as une liberté de manœuvre sur cette voiture qui est beaucoup plus simple. Forcément tu la comprends beaucoup mieux, tu la ressens beaucoup mieux. Et tu vas pas t'inspirer, on en parlait, je sais plus sur qui la saison dernière, mais voilà. Bah, c'est Aston Martin qui copiait, oui, c'est Aston Martin qui avait pris des inspirations d'AlphaTauri. Non, c'était AlphaTauri qui avait pris sur Aston Martin. T'as envie de te dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? Voilà, tu vas pas t'inspirer du dernier de. Tu vois, de la dernière écurie du classement. C'est ridicule, forcément que tu t'inspires des meilleurs. Maintenant, le projet, bah, la voiture Red Bull, elle marche très bien. C'est Aston Martin aussi qui a forcément du sang Red Bull, marche très très bien aussi. Maintenant, est-ce que le fait que voilà, Dan Fallows soit là, que Newey soit encore chez Red Bull, sachant que Newey avait anticipé cette réglementation déjà très facilement, ce qui fait que Red Bull aujourd'hui performe, c'est grâce à Newey et ça continuera tant qu'il sera là, en tout cas avec ce règlement-là, avec cet effet de sol. Ouais. Donc Dan Fallows a été nourri à ça, donc ce qui fait que du coup cet Aston aussi peut avoir une compréhension de l'effet de sol folle, et on se dit que peut-être au final, est-ce que tout le monde ne copiera pas Aston Martin à la fin, comme Aston Martin a copié Red Bull? Parce que si le concept d'Aston Martin marche très bien, est-ce que les autres écuries derrière ne tenteront pas de copier Aston Martin? Et c'est même d'ailleurs un truc extrêmement intéressant, parce que tu parlais de copier, mais tu parlais aussi de Dan Fallows et d'une inspiration du côté de chez Red Bull. En fait, c'est qu'il y a un truc qui est extrêmement intéressant, et c'est vrai que en y réfléchissant, c'est quelque chose qui peut paraître logique. Pourquoi aujourd'hui Aston Martin a réussi à aller chercher plein de monde du paddock entier? Pourquoi on est parti aller chercher du côté, parfois peut-être, je sais pas si du côté de chez Alpine ça a été pris, mais du moins du côté de chez Red Bull, du moins du côté de chez Mercedes, du moins peut-être aussi du côté d'Alfa Romeo, du côté d'Inwheel. Il faut se souvenir surtout que ça va aller chercher des gens du côté de chez Red Bull et du côté de chez Mercedes, parce que ces gens-là n'ont pas besoin de changer de vie. N'ont pas besoin de changer de vie. Quand Ferrari veut recruter les meilleurs ingénieurs, bah si les meilleurs ingénieurs ils veulent signer chez Ferrari, ils doivent changer de vie littéralement. Ils doivent aller vivre à Maranello. Vous savez à combien de temps est Milton Keynes de l'usine de Silverstone d'Aston Martin? 35 minutes en voiture. 35 minutes. Donc en fait, Aston Martin, ils sont extrêmement bien placés géographiquement.
ils sont extrêmement bien placés géographiquement pour aller chercher les meilleures têtes pensantes du paddock. Et les meilleures têtes pensantes du paddock, elles sont où? Elles sont en Angleterre, près de Silverstone, dans le berceau de la Formule 1, parce que c'est dans ce secteur-là, dans ce rayon-là, sur ce gros rayon-là, qu'il y a quasiment 8 écuries, 7 écuries sur 10 en Formule 1. 7 écuries, 7 ou 8 écuries sur 10. Et donc derrière, ces gens-là, ces ingénieurs-là, ces têtes pensantes-là, vivent dans ce berceau-là. Donc derrière, pour aller chercher Dan Fallows, pour aller chercher notamment un Eric Blandin qui était du côté de chez Mercedes, c'est pas compliqué. Tu leur donnes de la thune, tu leur donnes un projet, et tu leur dis, vous n'avez pas besoin de changer de vie, vous n'avez pas besoin de déménager. Ah, c'est plus facile. C'est plus facile. Pourquoi Ferrari aujourd'hui ne peut pas recruter les meilleures têtes pensantes? Parce que le projet peut être certes intéressant, même si Ferrari, c'est un peu difficile d'une certaine manière, politiquement parlant en interne. Mais au-delà de tout ça, faut qu'ils changent de vie. Faut qu'ils déménagent. Faut qu'ils déménagent en Italie pour pouvoir travailler. Mais c'est un changement de vie total et c'est très compliqué de gérer ça forcément. Et c'est pour ça qu'Aston Martin a fait un énorme coup parce que géographiquement ils sont extrêmement bien installés. Ils peuvent proposer un projet différent. Ils peuvent proposer beaucoup plus d'argent aussi à des personnes qui n'auront pas besoin de déménager, qui n'auront pas besoin de changer de vie. Eh, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et surtout que je disais 7 écuries ou 8 écuries sur 10 parce que AlphaTauri c'est du côté de Faenza, InWheel c'est Sauber et Maranello forcément Baby Shum c'est Ferrari. Mais tu Après, vois... tu as TS aussi qui est un peu à droite à gauche. Oui, ce qui est... voilà. Mais en vrai, ils sont en Angleterre. Mais c'est un peu... Oui, voilà. Oui, t'as le bureau à Maranello et puis t'as je sais plus quelle ville aux Ouais. States aussi. Et Ferrari, ils ont un quota aussi, faut pas oublier ça. Donc voilà, mais ça aussi Baby Shum, où en fait Aston Martin a fait un gros coup sur ça quoi. Bah ça joue là-dessus et puis c'est sûr que comme tu dis c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Tu te dis, je sais pas, t'es posé tranquille à ton travail, tout se passe bien, tout ça, et puis à 5 minutes de chez toi, t'as une écurie qui te propose limite 10 fois le salaire Ouais, que t'as c'est ça. actuellement, avec des infrastructures qui vont être 10 fois meilleures que les tiennes, et dont l'objectif c'est d'aller chercher le titre mondial. Et pour faire le même job. Oui. Bon bah du coup... Ouais, tu t'embêtes pas, hein. Et Oh. puis, alors sachez que moi, ce qui avait été extrêmement drôle, c'était Helmut Marko qui parlait de cette Martin en disant oui, c'est pas juste, ils investissent à coups de millions pour nous prendre nos ingénieurs et tout. Bon, déjà, je savais pas que la Formule 1 était communiste, hein, merci beaucoup à toi. Mais deuxièmement, t'as fait quoi, Mercedes excusez-moi, enfin, juste en Red Bull, hein. Ils ont fait quoi, Mercedes, là? Vous savez, c'est Red Bull, ils sont maintenant constructeurs motoristes. Vous savez, est-ce qu'ils sont allés chercher certaines des têtes pensantes, de leurs têtes pensantes du côté de Red Bull Powertrains? De Mercedes. De Mercedes. Donc, au bout d'un moment, c'est le jeu, c'est comme ça, ainsi va la vie. Mais qu'on vienne pas, après c'est juste de la Formule 1, c'est de la langue de bois bien sûr, hein. Oui c'est pas juste, non mais tu fais pareil. Bon, voilà. Et puis Mercedes, c'est pour ça, ça fait référence aussi à la situation de Mercedes où bah, ils ont vu beaucoup de leurs têtes pensantes se barrer, que ce soit au niveau de Brixworth ou du moteur, mais aussi de Brackley. Brackley avec l'écurie Mercedes. Donc, bah finalement, tu comprends aussi un peu l'hégémonie qui commence un petit peu à s'améliorer du côté de chez Mercedes. Et puis au-delà de tout ça, tu vois aussi, tu comprends mieux pourquoi Red Bull est aussi forte. Parce qu'ils sont allés chercher des meilleurs. Pareil du côté de Aston Martin, qui sont allés chercher des meilleurs de partout, hein, vraiment, de toutes les écuries. Et c'est ça aussi où c'est assez fort. Je parlais aussi par rapport de la voiture, et notamment du niveau du projet. J'en parlais avant le début du live, justement, les copains, mais il faut savoir que du côté du paddock Formule 1, personne n'est surpris. Personne n'est surpris, Baby Shum, de voir Aston Martin avoir été performante du côté de Bahreïn. C'était Carlos Sainz qui disait ça, justement. Nous savions depuis décembre que leurs résultats en soufflerie et en simulateur étaient très très bons. Visiblement, il y a une taupe hein, du côté de Aston Martin qui donne des informations à tout le monde. Hein. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais tout le monde était au courant en fait, Baby Shum. Tout le monde était au courant. Tout le monde est au courant. Après, bon, c'est... Tout se sait en Formule 1. Enfin, tout se sait. C'est une petite famille. En tout cas, voilà, en interne. Hein. Il suffit que t'aies un de tes bons copains qui soit chez Aston qui fait ah, non, nous on est plutôt pas mal, machin, ça converse énormément. Hein, après, généralement, ce qui se dit dans le paddock reste dans le paddock. Après, il y a des trucs qui fit évidemment. Mais oui, dès les fins de saison, dès la préparation d'une nouvelle, de toute façon, t'as souvent des échos. Et les échos arrivent très vite dans les autres écuries.
Donc généralement, quand il y a un écho qui se propage, il est souvent unanime. Ouais. Soit tout le monde s'est foiré, soit il va y avoir un concept révolutionnaire, ou soit il va y avoir une écurie qui va créer la surprise. Bon, bah là, il s'est trouvé que c'était Aston Martin qui visiblement, voilà, déjà était dans les têtes de pas mal de monde avant même le début des essais hivernaux. Ouais. Ça montre déjà aussi la force de frappe. Ouais. Ça, on peut le saluer aussi à ce niveau-là. C'est que déjà, si tout le monde parle de toi alors que tu l'as même pas mis un pied sur la piste, c'est quand même que ton travail, déjà, il est réussi dans un sens. Ouais, tout le monde a une prise de conscience par rapport à la situation. Toto Wolff qui expliquait juste après le Grand Prix, il y a un an ils étaient 17e et 19e en qualification à Bahreïn. Nous savions qu'Alonso était fort et motivé, mais même Lens est passé devant avec deux poignets cassés et un orteil. Non, deux poignets cassés et un orteil cassé. Cela prouve à quel point la voiture est bonne. Je n'ai jamais vu un tel bond en avant en Formule 1. On rappelle que Toto Wolff est aussi impliqué du côté de chez Aston Martin parce qu'il est dans l'actionnariat de la marque Aston Martin, pas seulement d'écurie, mais de la marque Aston Martin, il me semble. Mais c'est vrai qu'un tel bond en avant, d'une certaine manière, ça peut surprendre. Mais en fait, plus j'ai réfléchi, je suis pas surpris finalement. Je suis pas surpris en fait d'Aston Martin. Et je répète, mais c'est logique. Et j'avais dit justement en premier, dans le mot logique, j'ai mis le mot logique dans le premier teasing du live de ce soir, qui sort à midi, c'est que je dis, c'est logique en fait. Il y a une certaine logique à voir Aston Martin de cette manière-là et aussi performante. C'est logique. Parce que t'as une écurie qui a tellement travaillé, qui a investi comme il fallait justement avec les moyens au bon endroit au bon moment, et qui n'est qu'au début de son projet. Qui n'est littéralement qu'au début de son projet. Et si au début de ton projet t'arrives à sortir ça, mais quelle va être la suite? Mais quelle va être la suite? Ça, Lawrence Stroll semble le savoir d'ores et déjà. C'est avoir un titre de champion du monde. Je sens que c'est le début d'une grosse crise, c'est Mercedes. Oh, t'inquiète pas. Ouais, on a déjà parlé, mais on va en reparler demain matin, t'inquiète pas. En fait, c'est juste une honte pour Mercedes. 50% de Aston Martin provient de Mercedes. Une honte, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Non, c'est une contre-performance. Mais Mm. c'est surtout que, bon, l'attente que Aston Martin performe, oui. Par contre, je suis pas sûr que tout le monde attendait à ce que Aston Martin performe autant. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est surtout ça. C'est évidemment qu'on espérait tous un regain quand tu voyais justement, on en parlait tout à l'heure, mais là, les noms qui arrivaient, tu te dis, bah, dès qu'ils vont commencer à travailler sur la voiture, Oui. il y aura un step de franchi déjà, on les verra plus forcément en fond de grille. Mais de là à te dire que tu as le rythme pour jouer le podium, encore une fois, sur la première course, nous sommes d'accord, ne nous emballons pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est même plus un pas en avant. Là, t'as fait une foulée en Oui, avant. quand tu prends quasiment la moitié de tes points de 2022, bon, au bout d'un moment, t'as fait un bon avant. Et en fait, voilà, c'est surtout ça qui surprend. Hmm. C'est surtout ça qui surprend. Le plus dur est fait, mais il y a encore le mont Everest à gravir. Parce que là, tu vas être attendu au tournant. Clairement par tout le monde, parce que tu peux limite être l'écurie à battre. Ah oui. Tu vois, là t'as tous les projecteurs qui sont mis sur toi. Puis on va pas parler de Red Bull, Mercedes qui est un peu dans le dur, Ferrari qui voilà est encore en phase de compréhension. Oui, voilà, fait sa vie de son côté sans se soucier encore des autres. Et puis bah on a Aston qui est là, qui se révèle et qui profite justement de ces déboires d'un petit peu tout le monde aussi. Donc c'est génial. Enfin, tu dois être employé chez Aston, là tu dois jubiler comme pas possible. Ah oui. C'est trop bien. Et que tu as 60% d'aéro en plus sur les top teams cette année. Et ça, c'est vrai que ça va jouer beaucoup. Ça va jouer beaucoup, et c'est pour ça qu'Aston Martin peut se permettre un développement agressif. On rappelle qu'Aston Martin l'an dernier, ça termine 7ème si je me trompe pas. Passer de la 7ème place. 7ème ou 8ème 7ème 7ème, 6ème, non 7ème, 7ème. Ça termine 7ème. Ça termine 7ème parce que je crois qu'Alfa Romeo est 6ème si je me trompe pas. Ouais, ex aequo. 7ème l'an dernier, tu passes de la 7ème place à la deuxième meilleure voiture du plateau avant même. Enfin, de base, hein. De base, la voiture est très saine et polyvalente. Et peut être à une large plage d'exploitation. C'est en ça, en fait, Aston Martin peut avoir sa force. C'est là où ça peut être la force d'Aston Martin en 2023. C'est qu'ils ont 60%. Combien? C'est exactement? Oui, c'est 60%. En fait, c'est ça, c'est que. C'est en ça où ça peut être la force d'Aston Martin en 2023, c'est-à-dire qu'ils ont 60% de temps en plus dans les travails aéro pour la saison, pour cette 2023 de Formule 1. Donc tu peux te permettre, déjà, par rapport à Mercedes, par rapport à Ferrari, et par rapport justement à Red Bull, beaucoup plus de temps de développement, et donc un développement agressif. Un développement agressif, c'est en ça où justement Aston Martin peut avoir un avantage considérable sur les écuries du devant de la scène. Alors que d'ores et déjà, tu as une monoplace de base qui est très saine,
polyvalente et qui peut être exploitable à tout moment, que ce soit en qualification, mais surtout en course, avec une dégradation de pneumatique sur une piste extrêmement abrasive qui est le circuit de Sakiraka, le circuit de Sakir. Et bah même sur un circuit de Sakir, la dégradation des pneumatiques était parfaitement gérée, très bien gérée de la part d'Aston Martin. Donc vous vous rendez compte qu'avec une monoplace qui est donc saine de base, Aston Martin peut aller chercher quelque chose de grand, puisqu'ils ont beaucoup plus de temps de développement cette année, vraiment beaucoup plus, que par rapport à Mercedes, Red Bull, Ferrari, ou même Alpine, bien sûr, qui vont peut-être chercher à se battre aussi également. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle comme Baby Chum pour Aston Martin. Ah bah c'est royal quand tu te bats pour des podiums et qu'en plus de ça, ton temps de soufflerie il est aussi imposant que ça parce que forcément la saison dernière c'était un peu plus compliqué. Bah c'est royal. Ouais. C'est vraiment en plus c'est surtout que t'as plus de temps que les autres évidemment pour pouvoir développer des pièces de la meilleure manière possible. T'es pas pressé par le temps. Ouais. Finalement. T'es déjà super heureux de faire ce que tu fais et d'avoir la voiture que tu as. Si t'as des ratés cette année, c'est pas grave, mais que du coup, l'optimisation de tes évolutions, normalement, elles seront plus poussées que les autres. Ouais. Elles seront mieux amenées sur ta voiture, et ce qui fait que normalement, tu devrais avoir voilà, une sorte de performance constante, on va dire, au fur et à mesure de la saison. Maintenant, de là, est-ce que. Et comment ils vont aussi la jouer cette saison? Ils se disent, ok, on joue pas le titre, mais alors du coup, quelle place on joue? Est-ce qu'on reste du coup derrière les 3 top teams pour au moins sécuriser une P4, pour enfin se dire pour 2024, on continue de développer notre concept qui visiblement a l'air d'être excellent, et en plus de ça, on a nos 40%, ou alors on donne tout et on essaye de viser le plus haut possible au classement. Parce que c'est pas une question d'argent sur ce coup-là, évidemment de la répartition d'argent c'est important, mais Lawrence Stroll sera là encore pour en mettre plus derrière. Ouais. Donc que tu finisses 4ème, 7ème, 2ème, c'est pas un souci pour eux. Mais je serais curieux de voir justement au cours de la saison comment ils vont voir l'approche au niveau du classement. Ouais. Ouais, pareil. Pareil aussi parce qu'il faut savoir que... Bah, c'est le bail de temps de soufflerie, c'est quand même extrêmement important. Hein. Aston Martin peut... Faut arrêter de voler la face, Aston Martin peut jouer clairement la P1, P2. Top 4 serait en quelque sorte une contre-performance s'il développe mal. Oh, je pense pas. Ça joue pas la P1, P2. Je pense que ça joue surtout un top 3. Hein. Peut-être top 3 en fait, réellement, pour être les troisième forces du plateau. Parce que Ferrari, Mercedes surtout, Mercedes, la situation, on l'a vu effectivement dans un précédent disque F1, la situation de Mercedes, elle est pas claire. Elle est pas claire. Même si on se doute qu'il va se passer quelque chose de gros peut-être chez Mercedes, elle est pas claire la situation du côté de chez Mercedes. Donc Aston Martin peut en profiter, sachant que justement tu as une bonne base de monoplace. Donc c'est ça en fait où ça peut être extrêmement fort. Puis il y a un truc qu'avait rappelé un certain Fernando Alonso, justement par rapport à tout ça. C'est que Fernando Alonso avait dit justement au sortir du Grand Prix de Bahreïn, une seule équipe est prête à tout pour gagner, c'est Aston Martin. Une seule équipe est prête à tout pour aller gagner, donc ça veut dire des gros investissements. Ça envoie un bon petit message à Alpine, McLaren, Ferrari. Ça t'envoie un message en disant, eux là, justement, on sait ce qu'ils vont faire. Et on sait qu'ils sont prêts à tout pour aller gagner. Tu le ressens comme ça aussi ou pas? Bon, tout le monde veut gagner. Oui, mais il y a peut-être... alors... Eux, c'est juste qu'ils ont une fin supplémentaire parce que ils sont... C'est la première saison aussi où Aston Martin est aussi proche de pouvoir justement avoir cette victoire. Donc il va avoir une énergie décuplée... Une énergie décuplée de malade, contrairement aux autres où certains sont résignés, d'autres sont encore en phase de. Et oui, Sacha, c'est moi normalement, il y a pas de souci, je suis top 125 là sur avec la Honda en contre-la-montre, voilà, c'est moi. Top 125. Ouais, bah je peux faire le top 100 mondial si j'améliore. Non, mais vas-y, Fernando Alonso, qu'est-ce qu'il me veut lui? Non, mais c'est quoi ça? Bah non, mais c'est vrai. Pour ceux qui sont sur Gran Turismo, il y a la course à Monza avec la vieille Honda des années 60. Bah voilà, je peux faire tout ça. Non, mais c'est vrai, je fais rien. Sacha me demande, moi j'irai. Lui, le P6 Sacha, il est sur une autre planète. Vas-y, continue. Et bah ouais, je sais plus ce que je disais moi du coup. Oui, tout le monde va gagner. Ouais, bah oui, tout le monde veut gagner, mais parce qu'en fait, Aston Martin ont ce petit truc en plus de se dire, bah,
on n'a jamais été aussi proche de pouvoir, nous, avoir notre première victoire en F1. Donc forcément, on a une énergie décuplée, un truc de fou. Alpine, eux, ils sont encore en phase de développement, ils sont encore sur leur L-plan, ils sont encore sur tout ce que tu veux, tu vois, L-plan plus maintenant, mais voilà, sur leur projet de revenir au sommet sur encore 2-3 saisons, donc eux, c'est un peu plus compliqué. Ferrari, cette saison, c'est aussi différent. L'approche est aussi différente pour Ferrari, parce que là, on a une voiture qui, certes, est peut-être moins optimisée que l'année dernière, mais qui a encore énormément de potentiel. Et il faut qu'ils trouvent ce potentiel-là. Elle a une marge de manœuvre absolument folle, cette Ferrari. Une fois que tout sera optimisé, bah, elle sera forcément, pour moi, je pense, devant Aston Martin. À côté de ça, t'as Mercedes qui se bat contre eux-mêmes. Ouais. Ils sont un petit peu dans une situation très compliquée. Donc là-dessus, tu peux jouer avec eux. Donc c'est bien. Ça te fait peut-être des places de gagner sur la piste. Et puis t'as McLaren qui s'est complètement foiré. Ouais. Là, faut en profiter. Bah, justement, c'est ça, c'est une aubaine de dire oui, ça se comprend qu'ils ont jamais été aussi proches de la victoire quand tu vois un petit peu ce qui se passe autour. Maintenant, il faut juste que tu espères qu'évidemment que les Red Bull elles cassent. Ouais. Parce que sinon, je vois pas autrement comment tu peux Mais faire. alors je vais même poser d'autres questions. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Aston Martin peut aller remporter un Grand Prix minimum cette saison? Et je parle pas seulement de Fernando Alonso ou Lance Stroll. Je parle vraiment d'Aston Martin. En vrai, je sais pas. En vrai, franchement. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que t'as ce sentiment que s'il y a une Red Bull qui casse, c'est Aston Martin qui sera derrière. En fait, je peux pas te répondre aujourd'hui vraiment savoir si Aston Martin demain va gagner une course ou pas. Il y a tellement de paramètres en fait qui doivent rentrer en compte. Là, on est encore sur un petit peu, tu vois, à l'instar de Mercedes la saison dernière, où on est encore à espérer des faits de course pour. Par contre, si tu me dis, et si on a la certitude de se dire, le développement de l'Aston Martin, elle va faire que progresser cette saison, là, je te dis, peut-être. Ouais. Maintenant, j'ai aucune garantie là-dessus, donc je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Il peut tout se passer, mais si je regarde, encore une fois, avec ce qu'on a vu uniquement avec ce Grand Prix de Bahreïn, non. Alors, mais par contre, la saison est très longue. Mais il y a beaucoup de types de tracés qu'on n'a pas encore vus. On n'a pas encore vu en action sur des tracés atypiques, comme on l'a dit, comme Arabie Saoudite. Même l'Australie, même Melbourne. Melbourne, ça va être aussi un jus de paix. Donc, tu parlais aussi de Monaco. Peut-être que ça peut être la seule course de la saison, par exemple, où Aston Martin peut aller chercher une victoire. Donc, Stroll qui gagne à Monaco. Oh là là, un rêve. Un rêve, mesdames et messieurs, un rêve qui peut se réaliser. Lance Stroll qui gagne à Monaco. Alors là, mais vous imaginez même pas, hein, je suis à poil sur les Champs-Élysées, hein, je pèse mes mots, hein, ça sera incroyable. Franchement, mais bon, Monaco, il pourrait être avion, je suis convaincu que aussi, ça, t'inquiète pas. Et après, de là, forcément, à se dire est-ce que Aston Martin pourra gagner? Oui, comme je dis, il y a énormément de paramètres. Ferrari va monter en puissance, Red Bull va monter en puissance. Est-ce que le concept, la grosse évolution de Mercedes va les faire monter en puissance aussi? Donc voilà, il y a énormément de questionnements à côté. Donc faut pas non plus se dire ils vont gagner cette saison à coup sûr. Non, on n'en sait rien. Mais ça mettrait un coup de boost supplémentaire en fait à ce projet et une crédibilité supplémentaire en fait sur l'obtention d'un titre mondial dans les années à venir pour Aston Martin. Ouais, c'est vrai. J'ai un petit peu les messages dans le chat. Ça dit Monaco. Sacha, effectivement, on en parlait. Bien sûr qu'Aston Martin va win cette année. Il va en gagner win 2 ou 3. Singapour, grâce à leur Oreo. Non, mais j'arrivais. Aéro. Vous en voulez trop, je trouve, nous dit Gigi. Je pense que Lewis aura beaucoup de mal si Lewis prend sa retraite. Bah oui, du coup, peut-être Mercedes, je voulais dire. C'est juste le premier Grand Prix sur 23, ils reconnaissent avoir des points faibles, la vitesse de pointe. D'autres peuvent se réveiller, nous dit Gigi. Oui, c'est vrai, bien sûr, tout peut arriver. Bien sûr, d'autres peuvent se réveiller, mais c'est vrai que là, Aston Martin, il y a un cas qui est fait que Aston Martin a conscience de ses points faibles, mais que Aston Martin aussi, si tu vois que la base de la monoplace fait une bonne performance au premier Grand Prix de la saison, tu sais que t'es quand même une écurie de Formule 1, t'as un minimum de connaissances sur le développement d'une monoplace, tu sais que ça va bien se développer, ça peut bien se développer. Alors après, se développer au niveau de Red Bull et tout, je ne pense pas, au niveau de Mercedes, je ne pense pas, au niveau de Ferrari, je ne pense pas. Mais bien se développer pour les performances sur les prochains Grands Prix, oui. Mais est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher Red Bull sur un Grand Prix? Ah, je ne sais pas, en termes de rythme. Ou se rapprocher? Oui, possible. Mais il faudrait qu'une Red Bull casse pour aller chercher réellement une victoire, hein, parce que c'est pas possible, sinon, je pense. Mais bien sûr, moi tu vois, on avait fait la preview Aston avant que tout le monde roule et tout, donc c'était compliqué. J'ai toujours le même discours, hein, tu remarqueras que j'ai toujours le même discours, moi. Je savais avant, Mais justement, ouais. Voilà, certains le savaient avant, certains avaient les infos de machin, mais moi j'attendais vraiment les résultats de la piste.
les projets aussi ambitieux que soient-ils demandent du temps. Et tu peux pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, surhyper un projet parce que le jour où ça ne marche pas, eh ben c'est pas que tu vas être ultra critique, mais tu vas te dire merde, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'au final, c'était prévisible. Donc, j'ai voulu être, on va dire, enfin pas me préserver non plus. Je suis pas monté dans le train et je monterai jamais dans le train sur Martin. Oh Clairement, moi je suis très bien à Maranello à souffrir. Pas besoin d'aller dans un TGV comme ça. Voilà. Mais non, il faut. C'est un projet qui va demander du temps. Et le temps n'a pas le temps. Autant. Ah oui. Voilà, Comme si disait j'arrête de le prendre ma plus montre, le grand, temps continue. comme disait le plus grand joueur de Non, football de mais- l'histoire. Ouais, Hmm. tout à fait. Mais c'est pour ça, Aston Martin, en tout cas cette saison, c'est fort. Mais attention. Ouais. Juste attention, c'est pas une mise en garde, c'est pas juste pour tout ça, c'est juste, faut faire attention, faut être prudent. Faut être prudent et faudra pas non plus leur taper sur les doigts à la moindre contre-performance. Ce qui serait Parce que, injuste. Parce que déjà, quand tu remontes de la P7 à la P2, bon, au bout d'un moment. ouais, Ouais. parce qu'en plus, c'est Faut pas être dur, un hein. mot que t'aimais bien, mon employé, c'est juvénile. Attends, on est dans Oui. une ère où les monoplaces sont juvéniles. Et bah, J'ai pu utiliser voilà. clairement ce mot, mais. Mais vas-y. justement, c'est pour ça, tu vois, la performance au niveau d'Aston Martin dans les top teams, elle est juvénile, c'est très jeune encore, Ouais. c'est tout récent, c'est tout bébé. Donc c'est pour ça, il va falloir être compréhensif aussi à la moindre contre-performance. Mm. Et aussi savoir, évidemment, je pense que je le ferai aussi à ce moment-là, mais savoir les saluer quand la performance sera bonne. Mm. Évidemment, si sur un circuit comme l'Arabie Saoudite, où normalement la vitesse de pointe devrait leur être un petit peu pénalisant, s'ils arrivent très bien à s'en sortir, bah, je saluerai leur Ouais. performance. Pour moi, cette année, c'est l'année la plus importante du projet Aston Martin, car c'est la seule année où ils ont beaucoup plus de temps en soufflerie que les autres top teams. Ils prennent un maximum de data et de travail pour justement développer cette base de monoplace qui sera forcément une monoplace qui sera dérivée de manière plus positive sur les années à venir. P3, s'il continue sur le rythme, je trouve que la P7 d'Aston est à nuancer. Il se battait avec Alpine en fin de saison dernière. Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs Vincent, je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout que bah, l'an dernier, il y a eu des améliorations sur certains points, bien sûr, mais il faut surtout rappeler que là, cette monoplace est 95% différente par rapport à la monoplace de l'an dernier. Je reviens juste sur les propos de Fernando Alonso pour terminer. Alonso qui avait dit... Alonso qui a dit quand même... C'est quand même assez fou, c'est que... Alonso qui met, je pense, un petit tacle quand même à ses précédentes écuries en disant que la seule équipe qui est aujourd'hui capable de se battre et de tout faire plutôt pour aller chercher un titre mondial et de tout investir pour aller chercher le titre mondial, c'est Aston Martin. Ça envoie un message à tout le monde en disant que Aston Martin, on est prêt à tout. On va tout faire, on va tout investir, on va aller chercher les meilleurs du monde pour justement gagner. Et ça envoie un message, malheureusement, à Alpine, ça envoie un message à McLaren, ça envoie un message surtout à Ferrari. Ferrari qui est toujours dans une indécision totale, dans une situation qui est toujours perfectible, où tu as le sentiment que tout est très loin d'être parfait, même très loin d'être très bon, tout simplement, du côté de chez Ferrari. Et c'est ça en fait que le message que renvoie Fernando Alonso, au sortir quand même de son Grand Prix de Bahreïn. Encore une fois, Aston Martin passe de la P7 à la P2 du championnat. De la 7ème force du plateau à la 2ème force factuellement du championnat. Et le message qu'envoie Fernando Alonso, c'est regardez ce qu'on vient de faire là. Ce n'est que le début. Ce qu'on va faire à l'avenir, ce sera plus grand. Et on veut que ce soit plus grand. Et ce message-là, il est énorme. Et surtout que ce message-là, il est vérifiable. Ne serait-ce que par la performance de Fernando Alonso et d'Aston Martin dans la globalité, avec Lance Stroll 6ème, avec 2 poignets cassés, encore une fois on le rappelle. Donc déjà, si on a un pilote qui finit sur le podium dès sa première course dans la voiture Aston Martin, et un autre qui termine 6ème en allant dépasser un George Russell et en se rapprochant de Lewis Hamilton avec 2 poignets cassés, qu'est-ce que ça va être quand il n'aura pas 2 poignets cassés, Lance Stroll, hein. Donc c'est en ça, en fait, il faut surtout se rendre compte que là, Aston Martin en 2023, certes, ça se battra peut-être pas pour des victoires à tous les Grands Prix, ça se battra peut-être qu'à 1 ou 2 reprises peut-être pour une victoire, mais ça se battra pour des gros points. Et surtout, c'est là où justement ce projet Aston Martin, c'est dans les fondations d'un projet justement pour aller se battre pour le titre mondial dans les 2 prochaines années. Ce qui est demandé par Aston Martin d'ailleurs. Effectivement. Après, toi dans un univers parallèle, parce que justement on se concentre énormément sur, évidemment, ce duo Aston Martin-Fernando Alonso. Mais comme tu l'as dit, en fait, la performance de Lance Stroll, elle est forcément incroyable, évidemment, avec tout ce qui lui est arrivé. Mais imagine juste 2 secondes un Lance Stroll en pleine possession de ses moyens qui te foudroie Fernando Alonso.
Est-ce que tu penses que Fernando Alonso, il sera Ouais. aussi content, aussi jovial que ça dans l'écurie s'il se fait poutrer par Lance Stroll? Je sais pas, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça que en qualification, je crois qu'il est 4 dixièmes derrière. Seulement, hein, avec Oui, deux bah poignées oui. cassées. Et en plus de ça, Lance Stroll en course termine à 13 secondes de Fernando Alonso. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Bah justement, il est pas si largué Il que est ça pas avec la loin, hein. condition qu'il a en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est une question qui me... Voilà, ça m'est venu à l'esprit comme ça, de me dire, bah ouais, mais si Lance Stroll il retrouve 100% de ses capacités, qu'est-ce que ça peut donner du coup face à Parce qu'un Alonso? Lance Stroll motivé, c'est un Lance Stroll extrêmement fort. Quand il veut, il peut. Hein. Toujours des Lance Stroll, hein, mais alors. Bah s'il peut Ah sur une là. saison complète, ça serait super. Oui, c'est ça le Ça truc serait là. super pour lui. Tiens. Mais c'est pour ça, je serais curieux de voir, tu vois, le mood entre début de saison, où voilà, forcément Lance Stroll revient un petit peu souffrant et que c'est Alonso qui a la lumière, et fin de saison où limite, tu vois, c'est Lance Stroll qui surclasse, enfin c'est Stroll qui surclasse Fernando, et Ouais. de voir un petit peu la réaction du papy, ça me ferait beaucoup rire vraiment. Ouais. Oh, merci beaucoup Zatritrix, merci beaucoup. Non, merci beaucoup Zatritix, merci beaucoup pour ton prime des familles. Merci beaucoup de sur la chaîne pour la première fois. Ça fait extrêmement plaisir pour l'exclamation sub les amis pour devenir pour des exemples pour la communauté. Tout comme les armées. Zatritix, merci beaucoup pour ton prime des familles. Alors après ça, quand on va pas se mentir, on va pas se cacher plutôt, c'est comme difficile d'imaginer un Lance Stroll battre Fernando Alonso, mais autant quand même se le dire, c'est qu'avec 2 poignées cassées encore une fois, Lance Stroll arrive à remonter sur Fernando Alonso, arrive à ne pas être si loin que ça que Fernando Alonso. Ça prouve justement que le garçon a peut-être un sérieux potentiel dans cette saison 2023 de Formule 1. Mais comme dans la globalité, Aston Martin, Baby Show, on vient de le dire, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes. Pourquoi et comment Aston Martin ont pu produire de telles performances du côté de Bahreïn? On y a répondu à cette question et surtout que ça annonce de belles choses et c'est de bon augure surtout pour Aston Martin en 2023 avec une grande question. Est-ce que Fernando Alonso, est-ce que Lance Stroll iront chercher au minimum au moins une victoire dans cette saison 2023 de Formule 1? Allez, moi j'ai envie de dire oui. Allez, moi je dis oui. Allez, comme ça c'est fait, c'est pour vous, je dis oui. Comme ça, on cut. Moi je prends pas de risque moi. Le plafond de verre reste le motoriste exclusif. Bon, alors... après, à l'heure actuelle, Aston Martin est devant Mercedes, hein, Jean-Luc. Tu as raison, hein, c'est vrai, dans l'histoire ça a toujours été comme ça. Mais après, dans l'histoire, là, à l'heure actuelle, Mercedes est fourni à Aston Martin. Je rappellerai aussi que Toto Wolff est investi aussi à hauteur un pourcentage important dans l'action d'Aston Martin. J'ai du mal à imaginer quand même que Toto Wolff dirait à une écurie dans une marque dans laquelle il est impliqué, dire finalement non, je vais vous saboter. Parce que ça saboterait ses propres intérêts. Ne pas oublier ça aussi également. Mais Oui, je c'est te ça. comprends effectivement Jean-Luc, tu as totalement raison de le dire dans le chat. C'est vrai que si t'as pas un motoriste exclusif, ça peut être un petit peu compliqué, surtout quand l'écurie, le moteur que tu achètes appartient à une écurie rivale. Ça peut paraître compliqué. Mais en tout cas, on verra pour Aston Martin dans cette saison 2023 de Formule 1 si effectivement ça peut aller plus haut et surtout aller gagner au moins ne serait-ce qu'un Grand Prix avec Fernando Alonso ou Lance Stroll. Bien sûr les copains.